Peut-être qu'en attendant les personnes qui arrivent, j'aimerais vous demander, si vous le souhaitez, si vous aviez des attentes par rapport à cette conférence. Vu qu'on n'est pas beaucoup, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cette conférence? Je vais pouvoir l'amener le micro. S'il y a des gens qui veulent s'il y a une attente particulière, des besoins d'explication. Non? Personne? Monsieur, bonjour. Vous êtes? Je m'appelle Jean-Pierre Vinci. Je voudrais savoir comment on monte un fonds. C'est un fonds comme ça pour la solidarité. Quelles sont les difficultés? Vous allez sans doute l'expliquer, mais c'est assez surprenant parce que en général, les fonds sont plutôt pour des développements technologiques. Et là, c'est plutôt pour du social, du RES, comme disent les banques, hein, ou les responsabilité économique et sociale des entreprises. Ah oui, d'accord. Alors, donc, c'est un peu ça qui a motivé ma venue dans votre colloque. Voilà. D'accord, très bien, merci. Il y a d'autres demandes? Ah, pardon. Bonjour, Vincent Prunier. Je vais enlever pour l'écho. Développeur, je suis ici pour savoir en fait comment pour faire profiter d'un fonds comme celui-ci sur des projets de développement ENR comme j'en fais régulièrement, voir en quoi je pourrais rendre mes projets plus vertueux. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager l'attente ou la raison de leur venue ici? Non, on est bon. Commencer? Oui. Très bien. Eh bien, merci bien. Donc, on va répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, je me présente. Bienvenue. Je suis Manon Delbello. Donc, je suis de l'agence Idées Communes qui est initialement spécialisée dans la mise en place de démarches de concertation. Et on anime aussi, donc, avec mes collègues, plusieurs tables rondes dans d'autres forums comme ici ou au niveau de la région Occitanie notamment. Aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est de parler de solidarité, d'énergie et de rénovation. La région Occitanie est désormais une région pilote pour déployer des actions du programme d'énergie solidaire au niveau régional. Donc, ça consiste justement à collecter des dons pour accompagner les ménages en situation de précarité dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est bien de comprendre le fonctionnement de ce fonds, ses ambitions, ses apports au niveau des acteurs locaux et de terrain sur les ambitions de lutte contre la précarité énergétique et de comprendre aussi comment on peut tous y contribuer. Donc pour ça, je suis accompagnée aujourd'hui de Lucie Mendes, qui est coordinatrice du déploiement du programme d'énergie solidaire Occitanie. Elle présentera justement le programme en détail et les ambitions du fonds et vous pourra donc spécifiquement vous présenter plus de précisions sur la manière dont on a créé ce fonds. Loïc Blanc, qui est coordinateur d'Enercop Midi-Pyrénées, qui œuvre au déploiement de ce programme de fonds solidaires en région et en tant que fournisseur et accompagnateur. Loïc nous précisera davantage de quelle manière il est possible de contribuer au fonds et de quelle manière les dons collectés sont réemployés au niveau régional. Et enfin, nous avons Julien Glangetta, qui est conseiller énergie France Rénov au sein de Synergie 53, donc basée en Mayenne, qui est une association qui existe depuis plus de 10 ans et dont l'objectif est d'animer les mesures de sobriété et de rénovation énergétique auprès des habitants, entre autres thématiques évidemment. Donc il reviendra un petit peu là-dessus et il a été justement lauréat de l'appel à projet d'énergie solidaire. Donc il pourra nous montrer un retour d'expérience de la mobilisation du fonds sur le terrain. Donc avant juste de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais juste savoir un peu vos profils. Qui vient à Energaia pour la première fois là dans la salle? Très bien. Qui travaille au sein donc d'un fournisseur d'énergie ou de développement ENR? D'accord, un peu plus. Qui travaille au sein d'une institution ou d'une collectivité? Non plus. Qui est un citoyen ou une citoyenne qui découvre, qui vient s'informer sur les sujets de l'énergie? Très bien. Et enfin, qui connaissait merci. Qui connaissait Énergie Solidaire avant de venir à cette rencontre? D'accord, parfait.
Donc, avant toute chose, j'aimerais donc demander à Lucie de nous faire un petit cadrage sur qu'est-ce qu'on entend par précarité énergétique, justement. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui, ce matin, deuxième jour d'Energaia. Je ne sais pas si c'est votre deuxième jour à vous aussi, mais ça commence à piquer. La précarité énergétique, c'est un sujet qui est très mal connu, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette conférence et je pense que c'est très important qu'on en parle aussi dans des salons comme celui-ci pour ne pas seulement parler de production et de développement d'énergie renouvelable mais bien aussi de sobriété, de réduction des consommations d'énergie pour tout le monde, pour que cette transition énergétique bénéficie à toutes et tous. Donc la précarité énergétique, elle a été définie dans la loi Grenelle de 2010 et elle explique que c'est une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Donc on englobe à la fois le volet social et le volet énergétique, si vous voulez, avec l'inadaptation des ressources d'un côté et les conditions d'habitat de l'autre. Ce qui demande effectivement une vraie politique de planification si on veut sortir d'une situation de précarité énergétique. En France, aujourd'hui, on a au niveau national 12 millions de personnes, donc une personne sur 5 qui sont en précarité énergétique dans leur logement. En Occitanie, ça concerne 14% des ménages, et c'est une donnée qui date de 5 ans, donc elle est très largement sous-évaluée. Et on a une autre difficulté face à ce phénomène, c'est qu'on a tout un tas d'indicateurs qui permettent d'estimer le nombre de ménages en précarité énergétique, la sensation de froid dans son logement, le fait de dépenser plus de 8% dans l'énergie, mais on n'a pas la sensation de chaleur qui aujourd'hui est une notion qui est prise en compte pour considérer qu'on est en précarité énergétique dans son logement. Donc dans des régions comme la nôtre, en Occitanie, c'est très problématique, ce qui fait qu'on a tout un tas de personnes qui passent hors scope de ménages en précarité énergétique. Voilà, ce que je voulais vous dire pour reposer les bases aussi, c'est que cette précarité énergétique, souvent on se dit on va poser des panneaux photovoltaïques sur le toit des ménages et puis du coup leur facture d'énergie va être réduite et on aura fait une bonne action et c'est comme ça qu'on sortira les gens de la précarité énergétique. Ça pour nous, Énergie Solidaire, c'est du curatif, c'est un pansement, c'est réagir à court terme en se disant qu'on va avoir effectivement une répercussion financière positive sur la facture des ménages, mais qu'on n'aura pas réglé le problème à la source, qui est très clairement travailler sur le bâti et travailler sur des rénovations qui soient globales, performantes. Et on aura des exemples tout à l'heure qui permettent de vivre finalement dans un habitat optimal, confortable, et de ne pas avoir des problèmes sanitaires, de qualité de l'air, de maladies telles que l'asthme qui peuvent se développer aussi quand on est dans des logements qui sont très clairement mal isolés. De ne pas rentrer dans des situations d'isolement également, parce qu'on peut rentrer aussi dans un sentiment de honte quand on vit dans des logements de ce type. Donc voilà, il y a tout un tas de conséquences, au-delà des conséquences financières, qui sont vraiment à considérer. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'agir contre la précarité énergétique. Très bien. Et justement, avant de passer un petit retour d'expérience, est-ce que tu peux nous préciser comment Énergie Solidaire donc, agit, justement, lutte contre la précarité énergétique? Donc, pour répondre à monsieur, donc Énergie Solidaire, c'est un fonds de dotation. C'est un statut qui est mal connu, mais qui est entre la fondation et l'association. C'est reconnu d'intérêt général et c'est plus simple à créer qu'une fondation qui va demander d'avoir un certain budget, etc. Et l'idée d'un fonds de dotation, c'est de collecter des dons, différentes formes de dons. Nous, on collecte différentes formes de dons, c'est notre point d'innovation aussi, et de reverser ces dons à des actions d'intérêt général ou des structures porteuses d'actions d'intérêt général. Et donc nous, on a décidé de financer des associations uniquement qui luttent contre la précarité énergétique. Et on est né de cette vision de la transition énergétique qui est de dire on a 3 piliers si on veut atteindre une transition énergétique, si on veut qu'elle soit effective. Il faut effectivement développer le renouvelable, il faut être plus sobre et que cette sobriété soit choisie et non subie, et il faut travailler sur le bâti, qu'il y ait une vraie efficacité énergétique, et donc ça passe vraiment par le pilier bâtiment, quoi. Donc c'est sur cette base-là qu'on a été créé en 2017 au niveau national. Et donc depuis 2017, on a financé une dizaine d'associations au niveau de toute la France, avec des projets, si vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît, merci, avec différents projets. Vous voyez donc des petites enveloppes, et là on a vraiment un changement d'échelle qui s'est opéré depuis en 2023 avec 2 appels à projets qui sont sortis concomitamment au niveau national et au niveau Occitanie avec notre premier programme régional. Et donc l'idée ensuite, c'est d'essayer d'essaimer, d'aller sur d'autres territoires
créer d'autres programmes régionaux. Mais pour vous donner des idées très concrètes, mais Julien le fera très bien puisque Synergie, vous voyez, a été lauréate de notre appel à projet en 2020. On a par exemple le GFOSAT, qui est une association montpelliéraine, certains d'entre vous la connaissent peut-être. On a financé donc en 2019 un programme de recyclage, remplacement et recyclage de frigos trop énergivores à l'échelle de certains logements, de ménages modestes et très modestes. Donc ça, c'était avec des enveloppes de 30 000 €. Vous vous doutez bien, on ne peut pas faire de la rénovation complète et performante. Donc c'était des petits projets de performance énergétique qui ont un impact immédiat pour des locataires qui ont très peu de marge de manœuvre. Donc parfois, il faut passer par ces petits travaux avant d'aller sur des plus grosses opérations. On a l'Alliance citoyenne grenobloise en 2020 qui était un projet de médiation entre bailleurs et locataires pour essayer d'engager les propriétaires dans des démarches de travaux. Et puis en 2021, on a financé 4 associations qui accompagnaient les ménages modestes et très modestes dans de la rénovation complète et performante. Depuis 2021, on a estimé qu'on était assez mature au niveau national pour financer que des opérations de rénovation complète et performante. Parce qu'on sait que c'est vraiment cette solution qui sort durablement les ménages de la précarité énergétique. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Donc là, je vais laisser la parole à Julien, justement, pour nous présenter un petit peu les apports du Fonds Énergie Solidaire sur le terrain. Et donc, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre association pour nous expliquer un petit peu. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis là pour représenter l'association Synergie 53, qui est une association qui existe depuis plus de 10 ans en Mayenne. Et son entité, c'est faire de l'animation autour de la maîtrise de l'énergie pour les Mayennais. Donc dans ce cadre-là, on accompagne et on se nourrit de la démarche Négawatt, les 3 piliers. On commence par de la sobriété, on réduit ses besoins, on consomme ce qu'on a à consommer, on cherche de l'efficacité, donc d'utiliser au mieux l'énergie qu'on a besoin dans notre foyer, et à partir de là, on peut réfléchir à utiliser des énergies renouvelables. Donc dans ce cadre-là, le Synergie a répondu à l'appel à projet en 2020. Et du coup, on a été doté de 35 000 € pour monter le programme qu'on a nommé 10 sur 10 BBC Réno. C'est un peu long, mais c'était histoire de se dire qu'on allait sélectionner 10 foyers sur l'ensemble à l'échelle du territoire de la Mayenne, avec différents objectifs que vous avez sous les yeux. Essayer de rendre le plus efficace et un coût modeste pour un foyer, 4 personnes, maison de 100 mètres carrés. Donc on a fait toute une démarche de sélection entre guillemets de foyers, puisque au sein de l'association Synergie, on est 7 salariés, dont 4 qui sont des conseillers France Rénov'. Donc on est vraiment en première ligne par rapport aux particuliers et de rencontrer des gens qui peuvent être en grande difficulté. Ils viennent pour un petit projet et en discutant un petit peu, en creusant un peu, on se rend compte que vraiment les gens sont dans une... Nous, on appelle ça de la souffrance, parce qu'en fait, il n'y a pas que de la précarité énergétique, il y a des problèmes sociaux, il y a de l'isolement, comme tu as pu le dire, des problèmes de santé, des problèmes d'emploi, des problèmes d'insertion. Enfin, on rentre vraiment dans un monde où on se dit, oulala, on rentre par la porte énergie, mais en fait, il y a tout un tas d'autres points qui peuvent sortir de nos compétences, mais en tout cas, on essaye d'apporter ce petit bonus, parce que le foyer, c'est quand même important, et si on doit être à l'aise chez soi de façon confortable et au niveau sanitaire également. Donc au niveau des étapes, on a essayé de sélectionner au mieux les foyers. Et ensuite, on avait tout un programme d'accompagnement avant travaux, de déjà faire un diagnostic, de se déplacer chez les personnes, de se faire un diagnostic précis, de se mettre d'accord avec les particuliers, d'essayer d'orienter les choix sur les types de matériaux, sur les systèmes de chauffage également. On a accompagné à la sélection aussi des artisans et de leur qualité de prestation, relecture de devis et ensuite un accompagnement avec le montage d'aides financières. Donc on a travaillé avec des partenaires en Mayenne, c'est l'association Solia qui accompagne les foyers très modestes et modestes sur le montage d'aides financières. En deuxième étape, on a accompagné sur les travaux aussi, parce qu'on sait que en mode projet ou sur le papier, ça peut être joli et performant, mais dans la réalisation, on peut avoir des pertes en ligne. Donc on a vraiment fait du suivi de chantier sur des points de détail très techniques que je vais pas développer ici. On pourra en discuter tout à l'heure, mais voilà, étanchéité à l'air, qualité de chauffage, dimensionnement, etc. Donc vraiment, nous, notre appui technique,
et suivi après travaux. Donc on est un petit peu encore dans cette phase-là, où une fois que les travaux ont été réalisés, vraiment se garantir de la qualité des travaux et d'estimation de gains énergétiques et de gains d'euros également, puisque pour ces foyers-là, c'est vraiment l'euro qui voit en première lecture, mais pour nous d'ailleurs qui sommes plus dans l'énergie, c'est aussi des kilowattheures économisés qu'il faut aller chercher. Très bien. Et justement, vous avez une petite vidéo de retour d'expérience que nous allons vous projeter maintenant. Elle est assez courte pour avoir donc cette petite illustration. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont en place par l'État sur primo-accompagnement technique et un montage d'aide financière, mais il y avait pour certains foyers des besoins de temps d'accompagnement plus longs en fonction du projet, en fonction du besoin technique qu'ils vont avoir. Donc, ce projet, on l'a appelé 10 sur 10 BBC Réno. Donc, le but, c'est de partir de foyers qui avaient des grosses factures énergétiques et de les amener vers une rénovation performante pour qu'ils aient un reste à charge le plus petit possible. Et derrière, une qualité de vie aussi qui va avec et un confort dans leur bâti. Oui, il y a 3 ans, on a voulu réaliser notre rêve d'investir à la campagne dans une longère avec des travaux, ça ne nous faisait pas peur. Quand j'ai rencontré Gueltaz, je lui ai fait part de ce qu'on avait pu constater dans la maison. Une mauvaise isolation, des moisissures au niveau des murs qui s'avéraient être des remontées capillaires, les menuiseries à changer. Voilà, donc il a pu nous conseiller au mieux sur les matériaux à utiliser et autres. Gueltaz nous avait conseillé sur la laine de bois parce que c'est vrai qu'il y a un temps de déphasage qui est plus long, donc c'est ce qui aurait été le mieux à mettre en place. Mais après, il y a toujours un terme de coût qui est supérieur à d'autres matériaux comme la laine de verre. On a refait les menuiseries, car à la base c'était des menuiseries en bois, en simple vitrage avec parfois même des carreaux fissurés. Concernant le chauffage, l'ancienne chaudière qu'on avait dans la maison, qui est une chaudière gaz au propane, donc on avait une cuve à l'extérieur de la maison. Et en termes de coût d'énergie pour chauffer l'eau et également le chauffage de la maison, c'était une sacrée somme. Donc on est parti aujourd'hui sur une chaudière granulée avec un gros ballon tampon de 500 litres à côté. Et ça nous permet de chauffer l'eau chaude de la maison et également tout le réseau de radiateurs fonte. L'accompagnement, il prend aussi beaucoup de temps sur la partie travail en amont, lecture des devis, écriture du dossier d'aide financière avec nos partenaires opérateurs locaux. Aujourd'hui, sur un budget ici de rénovation à 80 000 €, on va chercher un peu plus de 35 à 40 000 € d'aide, ce qui représente un peu plus de 50% d'aide financière sur le projet de rénovation au global. L'avantage d'avoir été accompagné par l'association Synergie 53, notamment ça nous a permis d'avoir les meilleurs conseils pour la mise en place de notre rénovation. Ça nous a permis aussi d'avoir un soutien moral. Une rénovation, c'est coûteux, c'est long et c'est parfois lourd à porter. Gueltaz et l'association, ils ont toujours été là pour nous soutenir, nous accompagner. Ils sont toujours venus vers nous pour savoir où on en était dans nos démarches, dans nos travaux, et ils ont toujours su répondre à nos interrogations. Grâce à Énergie Solidaire, on va demander un financement pour avoir du temps d'accompagnement. Avec Synergie, on en ressort quelque chose qui est riche humainement, et pour les gens, j'espère que ça a été pareil. Donc voilà, vous avez pu avoir un petit aperçu justement des actions que mène Synergie sur le terrain et donc de quelle manière le fonds Énergie Solidaire accompagne ces projets. Est-ce que Julien, vous pouvez nous présenter quelques conclusions de cet accompagnement justement ? Oui, tout à fait. Alors un peu de technique parce que du coup c'est notre cœur de métier et en plus des étapes où on a incité les gens à faire des éco-gestes. Dans les premiers rendez-vous, c'était des choses basiques de réglage de température de chauffe-eau,
la chasse aux veilles, etc. Donc vraiment du très basique où on peut aller chercher déjà entre 10 et 15% d'économie d'énergie avec zéro d'investissement. Donc ça, c'était vraiment une première étape. Et ensuite, ça mettait en confiance et ça permettait aux gens de vraiment s'engager comme ce couple a pu le témoigner. On leur a rien soufflé, hein, ceux qui ont témoigné de cette manière-là. Donc sur les 10 projets qu'on a accompagnés, même 11, 90% des foyers sont partis sur de la rénovation globale, performante et durable, en isolation de combles, isolation de murs, principalement avec des matériaux biosourcés. Des changements de système de ventilation, parce que ça c'est un peu le parent pauvre du bâtiment. On parle très peu de la ventilation, la double flux ça paraît quelque chose de très complexe, alors qu'en termes de gain de qualité d'air, de gestion de l'énergie, c'est quand même assez riche. Et des changements de système de chauffage également, où à peu près la moitié sont partis sur des systèmes de chauffage au bois, granulés ou bûches. La moitié des foyers, il y a eu du changement de menuiserie et des changements de système de production d'eau chaude sanitaire avec voilà, principalement des chauffe-eau solaires. Ce que je trouve, juste pour la petite parenthèse, qui est quasiment inexistant sur le salon. Donc je suis assez surpris, on parle de production élec. On sait entre 20 et 25% de rendement. Du chauffe-eau solaire, c'est 80% de rendement. Très efficace. Donc moi, j'en ai trouvé un pour l'instant. J'ai pas fini mon tour, mais en tout cas, voilà. Solaire thermique, il faut le mettre vraiment en avant. Je ferme la parenthèse. En moyenne sur les projets, ça dépendait de la taille des projets, mais on est à peu près sur 50% d'économie d'énergie. Sur le papier. Donc après, là, il nous reste quand même l'étape d'aller revoir les personnes, puisque ça fait partie du projet, de faire un vrai suivi, une vraie évaluation de est-ce que les gens utilisent bien leur bâtiment, utilisent bien leur équipement, pour vraiment justifier les 50% d'économie de kilowattheure. Et après, on verra pour les euros. En termes de gain de classe énergétique, entre 2 et 4 SO, puisque c'est un peu la référence, le repère, là, la petite étiquette que j'ai pu mettre en bas pour avoir un visuel des gains énergétiques. Et après, sur l'aspect financier, qui est également le nerf de la guerre, grosso modo, entre 50 et 70% des montants de travaux ont été pris en charge par les différents aides nationales diverses et variées. Donc on pourra discuter de la complémentarité justement du fonds avec les autres aides par d'autres acteurs. Justement, on va peut-être focaliser maintenant sur le déploiement d'énergie solidaire en Occitanie. Donc Lucie, comment ça se passe justement, qui sont les signataires, les porteurs? Alors ça, c'est la région Occitanie qui est venue nous chercher très clairement et qui a décidé de monter un partenariat sur 3 ans dans le cadre de leur objectif de région énergie positive en 2050. Ils doivent produire du renouvelable, certes, encore une fois, mais ils doivent surtout réduire par 2 leur consommation d'énergie sur le territoire. Et donc, ils ont décidé de se doter d'un outil comme Énergie Solidaire qui peut mettre à disposition notre expertise sur le territoire, donc notre expertise sur le volet collecte et notre expertise sur le volet redistribution à des assos et sélection d'associations. Et on met aussi à profit notre système de gouvernance partagé qui permet de mobiliser tout un tas d'acteurs et d'être vraiment dans un modèle participatif, rassembleur, multi-acteurs sur le territoire. Donc l'idée, c'est pendant 3 ans, jusqu'en 2025, on est en partenariat avec la région. On espère pérenniser, trouver un modèle économique qui nous permet d'être là et de pérenniser notre action sur le territoire. C'est pas le cas aujourd'hui, en toute honnêteté. Ça fait 1 an qu'on existe. Et il va falloir trouver du fonctionnement, trouver comment endosser nos frais de fonctionnement, comme toutes les associations. Mais on est quand même très optimiste. Et on a déjà d'autres régions, ce qui montre d'autres régions qui sont intéressées, qui sont montrées intéressées, qui sont venues nous rencontrer, ce qui montre qu'il y a un vrai engouement autour de cette question de la précarité énergétique, alors que sur le papier, les régions ne sont pas mandatées pour travailler sur le volet social de la transition énergétique. Elles ont la compétence transition énergétique, mais ce sont les départements qui agissent sur le volet habitat et solidarité. Donc là, c'est bien des élus politiques qui choisissent d'interpréter leurs compétences de manière plus large et d'aller sur un sujet comme celui-ci. Et justement, en termes de collecte, donc comment fonctionne la collecte de fonds? Ça peut répondre à monsieur aussi tout à l'heure. Oui. Alors, on a les dons financiers classiques qui sont défiscalisés à hauteur de 60% pour les professionnels et 66% pour les particuliers. On a également cherché, en tout cas en région Occitanie, à développer le mécénat parce qu'on a vraiment un grand nombre d'acteurs des énergies renouvelables. C'est quand même le terreau des énergies renouvelables en France, la région Occitanie, avec beaucoup de sièges sociaux d'entreprises basées à Montpellier notamment.
Donc on va rencontrer ces professionnels des énergies renouvelables, les professionnels du bâtiment durable également, et on leur propose de participer à un projet local, social, environnemental, au lieu d'investir des bénéfices à l'étranger, d'essayer de générer des cercles vertueux à l'échelle d'une région, en faisant retomber localement et pour les plus précaires une partie de leur richesse. Donc ça, c'est le modèle occitan. Et on a également le don d'énergie. Bon, je laisserai Loïc en parler davantage tout à l'heure. Mais on a notamment, pour des collectivités qui auraient des bâtiments publics en autoconsommation collective, la possibilité de récupérer des surplus. Et je laisserai prendre le relais là-dessus. Dernier dispositif qui ne retombe pas en Occitanie finalement, mais qui abonde notre enveloppe nationale, c'est le micro-don sur facture d'énergie. Donc ça, c'est pour les clients d'Enercop uniquement. On ne fait pas ça avec d'autres fournisseurs d'énergie aujourd'hui. Et c'est le choix pour les clients d'Enercop de donner 1 ou 2 centimes par kilowattheure consommé. Ça représente quelques euros par mois pour le consommateur à la fin du mois sur sa facture d'énergie. Et pour nous, c'est près de 400 000 euros récoltés depuis 2017 par ce biais. Sachant que on a des militants qui sont clients d'Enercop, donc c'est une source de financement qui est pérenne, qui est même croissante malgré l'augmentation des prix de l'énergie. Donc on a vraiment une belle source de financement de par ces micro-dons. Voilà. Et donc l'appel à projet 2023, vous l'avez présenté hier soir de mémoire. Hier soir, à 17h sur le stand de la région, on avait nos associations lauréates qui étaient présentes pour présenter leur projet. On a réussi donc à collecter 100 000 euros cette année sur le territoire. On a différents mécènes, mais notamment Enercop Midi-Pyrénées qui est représenté par Loïc aujourd'hui, la REC Occitanie, on a BOR aussi qui est présent. Je sais que ça se prononce pas comme ça, mais je n'ai toujours pas compris comment ça se prononçait. On a Énergiterre, Valeco, la REC Occitanie, comme je disais, Cirea, Captain Watt, bon, et d'autres petites PME comme Watteos qui se sont lancées plus récemment. Donc on a toute une diversité d'acteurs des énergies renouvelables qui se sont engagés avec nous, des PME, des plus grands groupes, etc. Et donc on a décidé de soutenir 4 associations à hauteur de 25 000 euros. On a eu 16 candidatures au total en Occitanie, ce qui est vraiment relativement conséquent. Pour comparer à l'appel à projet national, on a eu 27 candidatures au niveau national, dont 16 en Occitanie. Donc on a vraiment des associations sur tout le territoire qui ont des projets. Il y a des besoins qui sont bel et bien là. Malheureusement, on n'a pas assez d'argent pour toutes les soutenir. Mais voilà, donc si vous pouvez porter ce message vraiment autour de vous, on a tout un tas d'acteurs qui ont des besoins. Et c'est vraiment une région qui est riche là-dessus. Pour vous parler un tout petit peu de la gouvernance partagée, parce que c'est quand même, ça fait partie de notre marque de fabrique, on a ce comité d'engagement qui est composé d'acteurs, experts de la précarité énergétique sur le territoire. On a la Fondation Abbé Pierre Occitanie, le Secours Populaire Occitanie, on a l'ADEME Occitanie, tout un tas d'acteurs qui vont, avec nous, co-construire l'appel à projet, donc définir la thématique de l'appel à projet, définir les différents critères, sélectionner les lauréats, choisir les montants alloués par projet. Et donc on fait ces réunions, il y a vraiment une intelligence collective finalement qui va permettre de sélectionner les associations in fine. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est un modèle un peu particulier et on associe aussi nos mécènes selon le montant du don et la durée du soutien à cette gouvernance pour qu'eux aussi puissent monter en compétence sur ce sujet et discuter avec les experts de la lutte contre la précarité énergétique. Très bien. Donc rapide panorama des lauréats, peut-être pour garder un petit peu de temps d'échange, on présente rapidement et peut-être on va écouter Loïc justement sur la participation d'Enercop dans ce fonds et on pourra revenir sur les lauréats tout à l'heure. Donc justement Loïc, est-ce que vous pouvez nous préciser de quelle manière Enercop contribue au programme occitan du déploiement d'énergie solidaire ? Oui, je peux le faire. Merci. Juste rappeler d'où on parle, c'est toujours important donc Enercop, pour rappel, même si je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous connaissent, il faut rappeler quelques fondamentaux. Donc là, c'est Enercop Midi-Pyrénées, une des 11 coopératives du réseau Enercop, qui sont toutes des coopératives d'intérêt collectif. Alors Midi-Pyrénées, on a été créé en 2015, mais Enercop existe depuis 2005-2007, lors de la libéralisation du marché de l'énergie, et c'est un outil pris en main par les citoyens
clairement pour réadresser la question, dans un premier temps, de la fourniture d'électricité. On est assez connu pour être le pionnier de l'offre d'électricité 100% verte en France. Il y a 15 ans, personne ne parlait de ça. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est institutionnalisé et je pense que plus personne ne serait en capacité de faire une offre d'électricité 100% fossile ou fissile. Ça matcherait plus. Donc ça, c'était effectivement une action sur laquelle on est connu. Une autre action sur laquelle on est moins connu, c'est effectivement le côté production, où on accompagne les citoyens et les collectivités locales à se réapproprier la question énergétique. Et évidemment, je ne vais pas les reciter, les 3 piliers qui ont déjà été évoqués du scénario négawatt. Alors c'est important aussi de rappeler notre organisation, c'est-à-dire qu'on est effectivement une société commerciale, mais avec ce volet coopératif qui met avant tout, c'était exprimer la question de la gouvernance, c'est-à-dire que toutes nos parties prenantes, que ce soit les salariés, les producteurs, les consommateurs, les collectivités locales, des associations, les collectifs citoyens, bref, toute personne morale ou physique qui rejoint le projet, a une voix, à égalité, une personne, une voix, c'est complètement décorrélé de notre capitalisation. Donc on est sur un système multi-sociétariat et qu'on dit démocratique, puisqu'on fait vivre comme ça nos décisions, et avec une logique aussi économique un peu différente de l'ensemble des acteurs économiques, puisque statutairement, on a à peu près 60% de nos bénéfices qui ne sont pas distribuables, qui sont forcément réinjectés dans l'objet social de la coopérative. Et ça, c'est pour l'ensemble du réseau Enercop. Voilà, 2 autres particularités que je tiens à souligner, c'est le fait il y a 3000 entreprises en France qui ont un agrément particulier qui s'appelle l'agrément ESUS, entreprise solidaire et d'utilité sociale. Donc c'est un agrément donné par l'État et qui justifie, en tout cas qui labellise d'une certaine manière nos démarches en répartition de valeur, en comment effectivement on gouverne notre entreprise, qui par exemple permet... sur la question par exemple du salaire, fait qu'on ait des écarts salariaux, plus d'égalité en tout cas dans la manière dont on gère avec les salariés par exemple la structure. Et enfin un autre label qui est un peu moins connu et pourtant qui est assez important puisqu'on parle finance, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, hein. S'il y a un fonds de dotation, c'est qu'il y a besoin de récolter de l'argent pour mener des actions. C'est Finansol, qui est le seul label en France d'épargne solidaire, alors qui garantit pas le capital qui est mis chez nous, mais qui garantit la transparence de l'usage qui est fait du capital qu'on collecte, nous, auprès de tous nos parties prenantes. Donc on a des rares entreprises du secteur à être labellisées en ce sens. Voilà, je tenais juste à le souligner. Et quand on se dit, quand on épargne chez Enercop, on sait où va l'argent. Voilà d'où on parle. Donc l'intérêt collectif, l'intérêt général. Et pour revenir sur la question de la précarité, c'est statutairement, c'est dans notre ADN. C'est pour ça qu'on l'énergie solidaire est issue du microcosme Enercop. Et on a plusieurs casquettes. On a la casquette de producteur, donc on produit, on participe à l'effort national de décarboner, on va dire, l'énergie en France. Cette casquette de producteur, elle nous amène, elle nous oblige en fait aussi à penser la question de la consommation. Donc on n'est pas là pour produire, on est là pour produire et pour être efficace et sobre dans la consommation. Mais du coup, on voit qu'il y a des personnes qui sont laissées pour compte dans le bénéfice de cette production. Ça leur coûte très cher d'acheter de l'électricité, même renouvelable. Donc comment on inclut en fait dans les modèles d'affaires de production notre participation à la solidarité nationale dont on a besoin, qui aujourd'hui n'est pas adressée en fait par les pouvoirs publics, que ce soit dans les appels à projets de la Commission de régulation de l'énergie, tout le volet social en fait n'est pas intégré par l'État. Voilà, c'est assez surprenant. Et on le voit ici, on a un salon qui est quand même riche et je pèse mes mots au sens propre et figuré. On voit une fréquentation de plus en plus importante de très nombreux acteurs avec des beaux stands qui coûtent des milliers et des milliers d'euros, enfin des dizaines de milliers d'euros, pardon. On voit c'est un secteur quand même qui crée de la richesse économique très forte et pourtant le volet social est complètement mis de côté et tout le monde sait que cette transition énergétique à laquelle on appelle ne pourra pas se faire sans justice sociale. Voilà, on va vers des murs, on va vers des confrontations, vers des exclusions si on n'arrive pas à embarquer tout le monde. Donc en tant que producteur d'énergie, voilà, on se pose la question à la base que je produis je produis du kilowattheure. Finalement ce kilowattheure, il faut que je puisse
d'une certaine manière, c'est ce que je dis à la fin, lui adresser un contrat social. Ensuite, dans une logique d'accompagnateur, donc Enercop, on agit sur plein de domaines, notamment on a une mission d'éducation populaire sur l'acculturation à la question énergétique, comment fonctionne le système énergétique en France. Enfin, il y a des tas de choses, on sort de plus de 50 ans maintenant de culture atomique en France, avec des systèmes très centralisés. Voilà, on est sur la décentralisation, on est sur l'acculturation des citoyens, donc on a Énergie Partagée, qui est vraiment un réseau qui permet aux citoyens d'avoir tous les outils nécessaires pour monter eux-mêmes des projets de production, que ce soit en termes capitalistiques, en termes de gouvernance, et de savoir ce qu'ils vont faire de cette énergie. Donc c'est plus de 350 projets en France, et ça va de petites toitures jusqu'à des parcs éoliens qui sont entièrement financés, gouvernés par des citoyens. Et donc en tant qu'accompagnateur, là aussi on doit adresser à nos parties prenantes cette question du social. Vous allez vous-même monter des projets, c'est super, vous allez parfois faire du co-développement avec des développeurs, des grands groupes, adresser cette question sociale aussi. Et ici, pour en avoir parlé un peu hier, voilà, on a des grands projets éoliens offshore, notamment. Il n'y a aucune clause sociale sur les projets portés en Méditerranée. Voilà, aucune. Il n'y a aucune obligation pour tous les consortiums qui ont répondu à cet appel d'offres au niveau régional d'avoir une action sur le territoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va rendre au territoire, à qui on va prendre un gisement du vent, qui est comme un bien commun, quoi, hein. Le vent, le soleil, l'eau, c'est un bien commun, c'est pas forcément un actif financier. Donc voilà, en tant qu'accompagnateur et éducateur, j'allais dire, on porte toutes ces valeurs-là, très important. Et en tant que fournisseur, c'était un peu évoqué sur la question du microdon. C'est en tant que consommateur, voilà, je peux agir évidemment déjà pour réduire mes consommations, etc. Tout ce qui a été expliqué. Et puis je peux aussi, voilà, faire par le microdon, essayer d'aider un petit peu et être conscient que je suis peut-être un peu privilégié si je peux aujourd'hui payer mes factures d'électricité en ayant tout le confort nécessaire. Et donc, là, c'est une sorte de solidarité. Donc en fait, poser au centre, qu'on soit producteur, accompagnateur, fournisseur, poser les questions de solidarité, c'est un fondamental aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre en compte, et notamment dans tous les nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître, notamment les modèles, on va dire, de boucle locale ou d'autoconsommation collective, etc., où on peut facilement dériver vers des îlots de richesse, c'est-à-dire qui peut aujourd'hui autoconsommer. Il faut être propriétaire souvent de son bâtiment, il faut avoir un toit plutôt exposé sud, il faut avoir les moyens d'aller s'acheter des panneaux solaires et donc être bankable, donc avoir une banque qui me suit, donc ça veut dire que je suis solvable. Donc en fait, on est là dans une logique quand même financière qui exclut pas mal de monde. Si je suis locataire, c'est pareil, en fait, quelle action je peux avoir pour bénéficier de ces nouveaux systèmes. Donc poser à chaque fois, et même pour les collectivités qui souvent font de l'autoconsommation sur leur propre bâtiment, nous on les incite à s'ouvrir en fait aussi à leurs administrés et acteurs économiques pour dire faites bénéficier en fait de votre territoire de cette valorisation locale plutôt que de penser qu'à vous-même. Donc on va éviter ces îlots de richesse et plutôt adresser la question de la solidarité et de la péréquation nationale d'une certaine manière. Donc c'est ce que j'appelle adresser le contrat social à l'ensemble des acteurs où qu'on soit. Et évidemment, alors nous, c'est ce qu'on prône dans une logique de commerce équitable, c'est-à-dire voilà, le juste prix et pour le consommateur et pour le producteur, mais aussi finalement pour la société. C'est pour l'environnement, etc. Où est-ce qu'on va mettre les limites Voilà comment on adresse un peu cette question, qui est un peu plus globale, mais voilà, c'est ce qu'on martèle, culturer, sensibiliser, participer et innover, parce qu'effectivement, on est les seuls à avoir trouvé à l'époque des premières expériences d'autoconsommation ou autoconsommation collective, à valoriser effectivement ce surplus qui était perdu un peu dans le réseau. Et pour dire notamment à des collectivités, ce surplus, peut-être qu'on va pouvoir en faire quelque chose et le transformer ces kilowattheures en euros, et ces euros les mettre dans un fonds de dotation qui lui ensuite, par tout ce qu'a expliqué Lucie en termes de gouvernance et de programme, va en fait in fine arriver réellement sur des actions très concrètes opérées par des acteurs locaux qui connaissent leur territoire. Et donc c'est ça qui est super avec Énergie Solidaire Occitanie, c'est qu'on arrive à territorialiser une problématique qui n'était pas du tout adressée, enfin uniquement par des acteurs évidemment associatifs qui manquent de visibilité et qui manquent de moyens. Et l'enjeu peut-être demain, c'est d'aller de territorialiser encore plus à l'échelon départemental, puisqu'effectivement c'est plutôt la question sociale, elle est plutôt au niveau des collectivités locales, au niveau départemental. Mais voilà, il faut tester, il faut avancer petit à petit. Et en
En tout cas, on va continuer d'appuyer ça et de sensibiliser tous les acteurs du secteur de la production d'énergie, de prendre conscience de ces questions. Voilà, faut m'arrêter parce qu'après je peux continuer longtemps. Justement, vous avez anticipé sur les ambitions pour les années à venir, et donc vu qu'il reste une dizaine de minutes, sauf si vous n'avez pas trop de contraintes temporelles, on peut ouvrir les échanges, parce qu'on aimerait bien peut-être entendre vos réactions ou répondre à vos questions. Est-ce que, du coup, messieurs, par contre, qui ont posé des questions au début, vous avez eu vos réponses? Pas complètement. Attendez, j'arrive avec eux. Ah bah voilà, parfait, merci. Et après, il y aura monsieur devant. Bonjour. On voit qu'en 2024, l'État part sur de l'offre globale pour tout le monde. Est-ce que dans la précarité énergétique, il me semblait que sur certains programmes, vous pouvez vous ajouter aux primes Rénov', vous adosser aux primes Rénov' existantes. Est-ce que ce sera le cas en 2024 avec des programmes d'offre globale? Comment vont être opérées concrètement les rénovations qu'on a vues tout à l'heure en Mayenne, en offre en global? Est-ce qu'on va profiter des packages offres globales qui vont être fournis par l'État, plus vos missions de travaux solidaires? Comment ça va se passer concrètement sur 2024, sur des nouveaux programmes d'offres globales comme ça? Tu veux? Tu veux, oui. Nous, on va continuer à faire du conseil et effectivement, en fonction des cas, d'encourager les particuliers à partir sur ce programme qui, de prime abord, paraît intéressant. Après, l'État n'a pas encore tout dévoilé, ou peut-être qu'ils ne savent pas trop encore ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, on va encourager, puisque c'est la vraie démarche de réfléchir de façon globale pour atteindre vraiment une efficacité intéressante. Après, nous, l'appel à projet, on y a répondu en 2020. Là, on est plutôt sur la fin de la mission. Donc, à voir, nous, du coup, dans les Pays de la Loire, puisqu'en Mayenne, la Mayenne, c'est en Pays de la Loire, on commence un petit peu à se rapprocher du département et de la région pour justement les sensibiliser sur cette notion de solidarité et de précarité énergétique, qui est un sujet qui est très peu développé. Où ça s'arrête uniquement à juste de l'accompagnement, à de l'éco-geste. Donc une fois qu'on a fait les éco-gestes, on est toujours dans notre passoire énergétique, et au vu de la flambée des coûts, aujourd'hui, peu importe la source énergétique, que ce soit de l'électricité, du bois, du gaz, tout flambe. Donc vraiment le sujet, c'est de réduire au maximum. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Peut-être un complément, non, Je pense on a encore besoin de précision là, au niveau étatique sur ce nouveau dispositif et comment il va se coordonner avec l'existant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi beaucoup un enjeu de financement de reste à charge. Et ça, quoi qu'il en soit, nous, c'est Énergie Solidaire, on est aussi pas mal sur des programmes, on finance des programmes d'accompagnement pour financer du reste à charge. Et ça, on pourra continuer de le faire quoi qu'il advienne. Donc, s'il y a des aides existantes et que nous, on vient en complémentarité toujours avec ce financement de reste à charge, notre utilité sera toujours pertinente. C'est vrai que sur certaines situations où on retrouve des bâtiments qui sont en tout électrique, lorsqu'on leur fait faire un audit, malheureusement aujourd'hui, on ne peut rien leur proposer à part un poêle à bois ou une climatisation RR, dans le programme de travaux obligatoire qui est... voilà. Le remplacement des émetteurs de chaleur n'est pas aujourd'hui pris en charge par l'État français. Il est pris en charge par d'autres États, comme l'Italie, etc. Et pourtant, c'est, je pense, le centre du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des bâtiments tout électriques, appartements, résidentiels, etc., où absolument aucun programme, que ce soit en collectif ou en résidentiel, n'est opéré pour convertir ces bâtiments en basse température. Parce que le remplacement des émetteurs n'étant pas pris en charge, si le bâtiment est équipé de réseaux de radiateurs, comme on a vu là tout à l'heure, c'est facile, on va mettre une chaudière granulée. Si ce même bâtiment était équipé en radiateur électrique, et que le bâtiment est mal disposé, ou en collectif, il faut de poêle à bois en collectif, c'est un peu compliqué, dans des appartements,
Donc voilà, on n'a aujourd'hui aucune conversion possible sur ces bâtiments-là. Il s'avère qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour convertir ces bâtiments. Et comme les émetteurs ne sont pas pris en charge par l'État, si vous voulez, dans le programme, peut-être qu'il faudrait focaliser sur votre programme solidaire, pour ceux qui ont de la précarité énergétique, sur le financement de ces nouveaux émetteurs qui arrivent sur le marché, qui sont hyper faciles à poser, qui ont le meilleur confort thermique aujourd'hui qu'il y a dans le bâtiment, qui sont très peu chers dans la rénovation et qui, pour aller dans le sens de monsieur tout à l'heure, qui va pouvoir permettre d'installer une VMC double flux en rénovation. Et aujourd'hui, on voit que le problème de la ventilation est énorme sur les bâtiments, puisque ça devrait être le premier poste où l'État devrait investir dans tous les logements, parce que le confort thermique dépend de la ventilation. Et donc, pour moi, on pourra en reparler tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas envie de monopoliser le truc, mais est-ce que, justement, on pourrait trouver des programmes qui permettraient de compléter ces émetteurs pour les gens qui ont de la précarité dans une offre globale totale où l'État prend en charge le reste un petit peu du programme pour avoir vraiment une rénovation avec un confort thermique, puisque c'est ça qui est recherché avec une efficience. Voilà. Donc Pour répondre sur le volet pose de VMC et importance de la ventilation, on a par exemple une association qui s'appelle Quercy Énergie, qui est une ALEC basée dans le Lot, qui nous a proposé sur des foyers qu'ils ont déjà accompagnés sur tout le reste des travaux et où il manque justement cette pose de VMC, nous a proposé un projet qui n'a pas fait partie des lauréats puisqu'il y avait un choix à faire et qu'ils ne sont pas ressortis en premier lieu, mais un projet de pose de VMC en complémentarité d'autres travaux qui avaient été faits. Donc les structures porteuses de projets peuvent complètement nous proposer des projets de ce type aujourd'hui et traiter cette question-là. En tout cas, je pense qu'il y a tout un tas de structures associatives qui travaillent sur le sujet qui ont bien conscience qu'il faut aussi avancer sur cette question-là. Très bien. Loïc, un complément ou c'est bon ? Ah non, c'est un peu manière macro, c'est que de toute façon l'État il fera des choses, on sait très bien qu'il y aura des grands trous dans la passoire. Enfin voilà, donc il faut pas forcément attendre, il faut faire. Et c'est bien la logique qui mène nos actions, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas créé Énergie Solidaire si l'État avait joué son rôle. Donc là effectivement il y a des plans de rénovation, on sait pas trop comment tout ça va s'organiser. D'une certaine manière j'allais dire on s'en fiche presque. L'enjeu c'est de continuer à agir et effectivement ce sont les associations qui amèneront parce que voilà, la pertinence de vous avez identifié qu'il y a une problématique, bah ok, on adresse ça et est-ce que le fonds va pouvoir y répondre avec les moyens qu'il a. Donc aujourd'hui c'est plutôt ça que je veux témoigner, c'est qu'il faut que les citoyens s'emparent de cette question, mais il faut que les acteurs économiques s'en emparent aussi, la puissance publique aussi. Et voilà, on est vraiment typiquement dans l'exemple, voilà. Mais l'État, pour l'instant. Donc on avait une question en début de séance sur la manière dont on pouvait contribuer quand on était développeur, par exemple. Est-ce que donc vous pouvez repréciser votre question ou vous avez besoin de plus de compléments, monsieur ? Merci pour votre présentation. Pour expliquer un peu ce que je cherche aujourd'hui, il y a un certain nombre de développeurs aujourd'hui, on va dire plus vertueux que d'autres, j'aime dire, qui essayent de voir comment faire bénéficier une communauté de projets énergétiques. Alors une communauté suffisamment rapprochée plutôt que de dire juste à l'échelle de la France, parce que ça ne parle pas forcément beaucoup de dire que certaines personnes ont pu bénéficier de super rénovations j'en sais rien, en Saône-et-Loire, qu'on est en train de faire un projet énergétique en PACA. Et finalement de trouver des mécanismes pour rendre les projets encore plus vertueux et de faire adhérer une certaine partie de la population en disant si aujourd'hui vous jouez le jeu de l'économie française, vous participez à l'économie française à travers l'énergie qui est quand même un gros levier sur l'économie française, si effectivement vous engagez dans, j'ai envie de dire, le 21e siècle où effectivement les campagnes vont un petit peu changer physiquement parce que forcément les panneaux solaires, les éoliennes ne sont pas invisibles, elles ne sont pas transparentes. Mais vous bénéficierez effectivement d'avantages supplémentaires et si ça peut être effectivement à travers une solidarité par rapport à l'énergie, par rapport à la rénovation énergétique,
pour moi, je verrais ça d'un très bon œil. Donc, en fait, ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de cibler une Comcom ou quelques villages ou un lieu géographique donné, justement pour rendre effectivement encore plus à une communauté qui joue le jeu? Ok. Bon, bah, c'est la question de la répartition. Alors, deux questions là-dedans, hein. C'est l'acceptabilité des projets d'ENR sur les territoires et la répartition de la valeur. Donc, il y a plusieurs schémas. Nous, le premier schéma qu'on prend, c'est participation du territoire à la gouvernance et donc aussi partage de la valeur du gisement qui est sur le territoire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, effectivement, et c'est ce qui risque aussi d'arriver d'un point de vue réglementaire, c'est ce fameux partage de la valeur au territoire proche. Alors, là, pour moi, en tout cas là-dedans, c'est un jeu d'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, on va mettre des éoliennes en milieu rural parce que c'est là où on va mettre les moyens de production, mais la consommation, elle se fait massivement dans les sites industriels et dans les métropoles. Donc il y a la question d'équilibre entre rural et métropole. Alors, pour accepter des projets en milieu rural, s'ils ne peuvent pas participer à la gouvernance, il n'y a pas d'intérêt économique, alors du coup on va faire un petit volet social et puis on va habiller ça tranquillou, bilou, et puis tout le monde est content. En fait, il faut reposer les fondamentaux. Donc moi j'entends ce que vous dites et il faut aller vers ça, mais est-ce que les développeurs ou les futurs exploitants, dans leur business model, par exemple, on a pris le pari de se dire, en fait, dans tout ce qu'on fait en termes de production, il y a 1% de cette production qui de toute façon ira alimenter un fonds de solidarité. Voilà. C'est dans le business model, il y a 1%, on peut faire 2, c'est super, faites 2. On a pris 1% parce que c'était facile. 1% pour la planète, voilà, du coup on s'est dit 1%. Et si tous là, les producteurs ou développeurs, ne serait-ce que dans leur projet et dans la valorisation qu'ils font économique, parce qu'on est quand même sur de la question économique forte, mettre 1%, c'est déjà énorme en fait. On passe pas, je sais plus, alors là on était à 100 000, maintenant c'est 500 000 sur 2023, le fonds. Ah oui, au et niveau voilà, national aussi. qui est rien en fait, parce qu'on va pas faire beaucoup. Une rénovation performante aujourd'hui, c'est minimum 50 000 euros. Minimum. Donc c'est 10 opérations et encore. Voilà, je maximise. Donc c'est que dalle, quand on voit l'échelle de ce qu'il faut faire. Donc par rapport à votre question, super, emparez-vous de cette question-là. Et participez, si vous pouvez faire effectivement du 1%, si vous pouvez faire... Et on comprend derrière, valoriser avec des Comcom ou autres, mais il faut engager du coup la discussion avec le territoire et dire où est-ce qu'on va être le plus pertinent. Faire participer les citoyens sur cette question-là, parce que du coup, les embarquer, c'est aussi les acculturer, puis finalement, c'est peut-être trouver des problématiques qu'on ne connaissait pas, et peut-être du coup pouvoir répondre à ces problématiques avec des acteurs qui ne se connaissaient pas, et donc engager cette dynamique locale. Voilà, plutôt. Et donc ça, c'est l'enjeu demain, c'est faire participer le territoire, mais l'ensemble du territoire, toutes les parties prenantes. Donc là-dessus, je pense que vous aurez des réponses, mais voilà, co-développer avec des citoyens, ça permet ça aussi, par exemple. Voilà. Je peux, si vous voulez répondre, et puis je peux compléter moi aussi. Très bien. Voilà, moi c'était savoir à quel point vous pouvez nous aider dans ces démarches. Alors évidemment, être développeur, oui, ça fait partie de travailler avec tous les territoires et tout ça, c'est dans la description d'être un développeur. Maintenant, effectivement, il y a un moment donné où on n'a pas forcément les structures, le temps, parce qu'on est humain et que voilà, on aime aussi un petit peu dormir et partir en week-end de temps en temps. Et que si jamais il y a des structures justement où c'est leur vocation, autant s'appuyer sur des gens qui ont ça comme vocation. Et en plus de ça, on pourra peut-être pas nous dire qu'on fait trop d'ingérence sur les fonds à vouloir faire un peu et aider un peu nos potes, si jamais c'est des fonds complètement indépendants qui, eux, jugent de manière impartiale qui en a besoin. Pour compléter, aujourd'hui, en tout cas en Occitanie, comme on a un partenariat avec la région et qu'on a vocation à avoir une certaine équité territoriale, quand on sélectionne les projets, on n'est pas capable, sous prétexte qu'un développeur nous a donné un montant de don de 20 000 euros comparément à un autre qui nous aurait donné 5 000, de flécher sur la commune du projet en question. Ce ne serait pas juste. Par contre, ce qui peut être imaginé, ça ne rentrerait pas dans le cadre de ce programme-là,
mais ce serait un partenariat en B2B avec un développeur et aller effectivement identifier, comme nous on travaille avec les collectivités, avec les associations, etc., dire voilà, à l'échelle de tel département vous avez un projet, le département a un dispositif SLIM, donc de repérage des ménages en précarité énergétique, etc. Donc on va pouvoir aller voir sur cette commune ou sur cette communauté de communes quels ménages sont en précarité énergétique, avec aussi l'association la plus proche, parce que si on parle de petites communes, parfois il n'y a pas d'association, ça va être le CCAS qui s'en occupe un petit peu, mais on peut aussi financer des CCAS d'ailleurs, mais voilà, tout ça c'est à imaginer complètement, mais ça ne pourra pas rentrer dans le cadre du partenariat avec la région, parce que là on est sur une échelle plus large et voilà. Il y avait d'autres questions dans la salle ? Oui, j'en ai une pour ma part. Donc, quand on parle de précarité énergétique, du coup, la question se pose de l'accompagnement, à savoir si on accompagne plutôt les propriétaires ou les locataires. Parce qu'il y a un pourcentage, je suppose, enfin, vous avez sûrement les données. Et sachant que si on accompagne les locataires, c'est pas, en général, les locataires sont peut-être en précarité, mais pas forcément le propriétaire. Vous, à l'échelle d'Énergie Solidaire, comment vous prenez en compte la question et comment vous l'intégrez dans vos démarches ? C'est dans le choix de thématique des appels à projets, on peut justement cibler le type de public en précarité qu'on souhaite accompagner. On a des propriétaires qui sont modestes et très modestes, c'est à peu près 10% des propriétaires en France, et ça c'est l'Agence nationale de l'habitat, etc. Il y a tout un tas, on a les justificatifs qui permettent de voir que ces ménages sont effectivement, ces propriétaires sont effectivement modestes, très modestes. Après on a les copropriétés aussi qui sont un vrai sujet. Et on a effectivement les locataires qui arrivent en bout de chaîne et c'est pour ça aussi qu'il y a tout un enjeu sur l'interdiction des passoires thermiques. C'est que les locataires, à part des petits travaux de performance énergétique sur lesquels peuvent les accompagner les associations, en Occitanie par exemple, parmi les 4 associations lauréates, on a le GFOSAT qui va accompagner des locataires pour des petits travaux de performance énergétique, isoler un cumulus, voilà, des petits travaux à impact immédiat qui parfois sème la graine d'une rénovation plus ambitieuse à venir avec le propriétaire. Mais les locataires, effectivement, sont un grand public en précarité et qui, malheureusement, si au niveau réglementaire, on ne vient pas interdire la location des passoires et accompagner les propriétaires avec le moins de reste à charge possible, en tout cas les propriétaires modestes et très modestes pour qu'ils financent les rénovations de leur propriété, on avance droit dans le mur. Et sinon, sur les publics en précarité aussi, on a très clairement le rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre 2023 qui a montré que c'était beaucoup des familles monoparentales, donc beaucoup les femmes qui sont en précarité énergétique, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les agriculteurs et agricultrices, les immigrés, enfin voilà, toutes les personnes qui vivent tout un tas de précarité dans notre société sont en précarité énergétique très clairement. Donc il y avait une question derrière, ouais. Bonjour, merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Moi je voudrais revenir sur un point, vous avez parlé d'attribuer les surplus d'autoconsommation aux dons d'énergie et j'aimerais savoir comment ça fonctionne. C'est bonne question. La question technique. De toute façon, quel que soit, dès que vous avez un moyen de production et qu'il y a de l'injection au réseau public, vous devez contractualiser avec les gestionnaires de réseau, qui eux-mêmes s'appuient sur ce qu'on appelle les responsables d'équilibre. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibrage sur le réseau entre l'injection et la consommation. Donc en fait, notamment sur les questions d'autoconsommation, ou individuelle ou même collective, il faut que vous ayez un responsable d'équilibre. Et donc c'est sur ce jeu-là qu'on joue, c'est-à-dire que nous, en fait, on va compter ce surplus, on va le récupérer dans notre périmètre global en tant qu'Enercop fournisseur, on va le récupérer dans notre périmètre de fournisseurs, on va le comptabiliser, on va le transformer en euros, parce que c'est une valeur, et on va le redistribuer en euros au fonds de dotation. Alors la particularité, c'est que effectivement, ces surplus, souvent, c'est des petits volumes. Donc c'est très complexe, c'est des petits volumes sur de manière assez aléatoire, donc c'est des petits montants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on agrège à l'échelle annuelle, en fait, tous ces petits volumes, pour ensuite les transformer en euros. Et voilà. Donc pour qu'on soit une collectivité, du coup, c'est des contrats qui sont différents avec un particulier, parce que l'idée aussi, c'est de permettre, par exemple, à les entreprises d'être dans cette dynamique, puisqu'on a pas mal d'opérations qui commencent à arriver sur les zones d'activité, les ZAC, etc. Et aussi de leur permettre, du coup, de défiscaliser ce don,
Donc il y a tout un enjeu derrière où en fait on intermédie en tant que responsable d'équilibre, en tant que fournisseur, on intermédie en fait ce don en toute transparence, quoi. Il n'y a pas d'entourloupe évidemment. Mais il faut juste savoir qu'on est sur des petits volumes et des agrégations de petits volumes, donc c'est un peu complexe, ça demande beaucoup de logistique. Techniquement, on essaye de simplifier les démarches, mais comme on est un peu précurseur là-dessus, qu'on n'est pas forcément très aidé par les pouvoirs publics, même sur cette question, parce qu'il faut respecter avec la CRE, c'est très réglementé, hein, l'énergie et les échanges d'énergie sur le marché, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on opère. Le plus simple, c'est soit du numéraire, don classique, tel que c'était évoqué. Ça peut être ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le pourcentage sur le chiffre d'affaires que génère une activité liée à la production ou au développement d'énergie renouvelable. Donc là, on en est vraiment aussi sur du don classique défiscalisé. Soit effectivement, il y a cette notion concrète, parce que ce qui est compliqué, c'est que c'est pas tangible l'énergie. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça qu'on parlait de don d'énergie, parce que ça permettait aussi de se dire, voilà, je donne quelque chose, comme je pourrais donner un objet ou autre. Mais on s'aperçoit que ça c'est l'idée, mais en théorie et en pratique c'est plus complexe niveau technique, mais voilà, on y arrive. On y arrive. Voilà. Très bien. Je tourne juste vers la régie. Stéphane, est-ce qu'il y a une autre conférence dans l'immédiat qui arrive? Non, pour savoir s'il y avait le temps de prendre d'autres questions. C'est mieux parce qu'on sait jamais. Non, c'est bon dans la salle? Très bien. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion ou remerciements et inviter aussi? Vous avez des stands, hein, tous, pour pouvoir accueillir. Il y a le stand d'Enercop qui accueille Énergie Solidaire. Et le stand de la région qui accueille Énergie Solidaire. Eh bien, parfait. Donc, si vous voulez continuer les échanges, avoir plus de précisions, notamment techniques et même de partenariats éventuels, on vous invite à les retrouver. Donc, et merci beaucoup pour tous les trois. Merci beaucoup. Merci pour l'animation, merci pour l'attention. L'année prochaine, la salle sera pleine. Voilà. Parce que c'est ramenez. Merci à tous.